De l'Esprit des lois de Montesquieu, volume 1er, livre 2, chapitre 3. Des lois relatives à la nature de l'aristocratie. Dans l'aristocratie, la souveraine puissance est entre les mains d'un certain nombre de personnes. Ce sont elles qui font les lois et qui les font exécuter. Et le reste du peuple n'est tout au plus à leur égard que, comme dans une monarchie, les sujets sont à l'égard du monarque. On n'y doit point donner le suffrage par sort. On n'en aurait que les inconvénients. En effet, dans un gouvernement qui a déjà établi les distinctions les plus affligeantes, quand on serait choisi par le sort, on n'en serait pas moins odieux. C'est le noble qu'on envie et non pas le magistrat. Lorsque les nobles sont en grand nombre, il faut un Sénat qui règle les affaires que le corps des nobles ne saurait décider et qui prépare celles dont ils décident. Dans ce cas, on peut dire que l'aristocratie est en quelque sorte dans le Sénat, la démocratie dans le corps des nobles, et que le peuple n'est rien. Ce sera une chose très heureuse dans l'aristocratie si par quelque voie indirecte on fait sortir le peuple de son anéantissement. Ainsi à Gênes, la banque de Saint-Georges, qui est administrée en grande partie par les principaux du peuple, donne à celui-ci une certaine influence dans le gouvernement qui en fait toute la prospérité. Les sénateurs ne doivent point avoir le droit de remplacer ceux qui manquent dans le Sénat. Rien ne serait plus capable de perpétuer les abus. À Rome, qui fut dans les premiers temps une espèce d'aristocratie, le Sénat ne se suppléait pas lui-même. Les sénateurs nouveaux étaient nommés par les censeurs. On dit en note, ils le furent d'abord par les consuls. Fin de note. Une autorité exorbitante, donnée tout à coup à un citoyen dans une république, forme une monarchie ou plus qu'une monarchie. Dans celle-ci, les lois ont pourvu à la Constitution ou s'y sont accommodées. Le principe du gouvernement arrête le monarque. Mais dans une république où un citoyen se fait donner un pouvoir exorbitant, l'abus de ce pouvoir est plus grand, parce que les lois qui ne l'ont point prévu n'ont rien fait pour l'arrêter. On lit en note, c'est ce qui renversa la République romaine. Voyez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, Paris 1755, fin de note. L'exception à cette règle est lorsque la constitution de l'État est telle qu'il a besoin d'une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle était Rome avec ses dictateurs, telle est Venise avec ses inquisiteurs d'État. Ce sont des magistratures terribles qui ramènent violemment l'État à la liberté. Mais d'où vient que ces magistratures se trouvent si différentes dans ces deux républiques ? C'est que Rome défendait les restes de son aristocratie contre le peuple, au lieu que Venise se sert de ses inquisiteurs d'État pour maintenir son aristocratie contre les nobles. De là il suivait qu'à Rome, la dictature ne devait durer que peu de temps, parce que le peuple agit par sa fougue et non par ses desseins. Il fallait que cette magistrature s'exerçât avec éclat, parce qu'il s'agissait d'intimider le peuple et non pas de le punir. Que le dictateur ne fût créé que pour une seule affaire, et n'eût une autorité sans borne qu'à raison de cette affaire, parce qu'il était toujours créé dans un cas imprévu. À Venise, au contraire, il faut une magistrature permanente. C'est là que les desseins peuvent être commencés, suivis, suspendus, repris, que l'ambition d'un seul devient celle d'une famille, et l'ambition d'une famille celle de plusieurs. On a besoin d'une magistrature cachée, parce que les crimes qu'elle punit, toujours profonds, se forment dans le secret et dans le silence. Cette magistrature doit avoir une inquisition générale, parce qu'elle n'a pas à arrêter les maux que l'on connaît, mais à prévenir même ceux qu'on ne connaît pas.
Enfin, cette dernière est établie pour venger les crimes qu'elle soupçonne, et la première employait plus les menaces que les punitions pour les crimes, même avoués par leurs auteurs. Dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la brièveté de sa durée. 1 an est le temps que la plupart des législateurs ont fixé. Un temps plus long serait dangereux, un plus court serait contre la nature de la chose. Qui est-ce qui voudrait gouverner ainsi ses affaires domestiques? À Raguse, le chef de la République change tous les mois, les autres officiers toutes les semaines, le gouverneur du château tous les jours. On lit en note. Voyez voyage de Tournefort, fin de note. Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite république. On lit en note. À Lucques, les magistrats ne sont établis que pour 2 mois. Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite république environnée de puissances formidables qui corrompraient aisément de petits magistrats. La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n'a point de part à la puissance est si petite et si pauvre que la partie dominante n'a aucun intérêt à l'opprimer. Ainsi, quand Antipater établit à Athènes que ceux qui n'auraient pas 2000 drachmes seraient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible, parce que ce sens était si petit qu'il n'excluait que peu de gens et personne qui eût quelque considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu'il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite, et elle le deviendra moins à mesure qu'elle approchera de la monarchie. La plus imparfaite de toutes est celle où la partie du peuple qui obéit est dans l'esclavage civil de celle qui commande, comme l'aristocratie de Pologne où les paysans sont esclaves de la noblesse.